Alors si on prend les chiffres de l'année dernière, puisqu'on a bouclé le bilan au mois de juillet, on est à peu près à 200 signalements qui nous arrivent au niveau du rectorat. Sur ces 200 signalements, on va dire une grosse moitié qui sont effectivement du harcèlement avéré. Mais ces chiffres, on va dire, ne reflètent pas la réalité du terrain, puisque signalement quand déclenchement, on va dire, du protocole phare, et il y a énormément de situations dites de conflits ou qui ne relèvent pas forcément du harcèlement, ou que les équipes n'ont pas jugé ou qualifié comme un début de harcèlement. Quelle serait la définition du harcèlement scolaire? Alors, il y a l'intentionnalité, la répétition aussi de ce qui arrive, et on va dire la variété aussi de ce qui est fait sur le long terme, hein, sur une période. Mais cette idée d'intentionnalité, c'est peut-être et de répétition, de conscientisation de ce qu'on fait, qui est peut-être la clé aussi finalement de comment est-ce qu'on va régler ces situations. Le service lui-même fonctionne dans le cadre du protocole national vraiment de façon cadrée depuis l'année dernière, avec une plateforme nationale qu'on complète régulièrement, même quotidiennement. Donc on a le recul d'une année seulement, donc pour l'instant on ne peut pas comparer avec les chiffres précédents, mais les questionnaires anonymes qui sont déployés actuellement et sur 15 jours au niveau de l'académie nous montrent qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres que le national. Donc entre 3 et 5% d'élèves qui se sentent harcelés à l'école, tout niveau confondu, école, collège, lycée. Et bien évidemment, la petite différence de cette année, et c'est peut-être ça qui va nous permettre d'agir encore plus de manière approfondie, c'est que les élèves, cette année, pourront, s'ils le souhaitent, mettre leur nom sur les questionnaires, qu'il est réalisé une fois par an du CM2 à la terminale, pour justement avoir des chiffres d'ampleur et analyser au niveau académique. Mais ils étaient totalement anonymes jusqu'à présent, ce qui parfois pouvait, on va dire quelquefois, freiner les révélations de situations, ou en tout cas quand il y a une situation qui se révélait, les équipes disaient qu'ils n'avaient pas forcément la main pour pouvoir aller investiguer de manière plus approfondie. Il faut savoir aussi que nous on travaille dans le protocole national, dans le programme phare de manière globale, donc la démarche est la même dans tous les établissements de toutes les académies, et vous savez, le fameux numéro 3018 qu'on véhicule de plus en plus et qu'il faut continuer à véhiculer, c'est une entrée au niveau national pour toutes les familles ou pour n'importe quel porteur d'alerte, en fait, sur les situations de harcèlement. Ces situations sont répercutées dans chaque académie, c'est-à-dire qu'il y a une alerte au national, on les récupère aussi et on les traite au niveau académique. Le 3018, c'est le numéro, voilà, on 3018, peut signaler. C'est un numéro qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Dès lors qu'il y a une alerte sur une situation de harcèlement potentiel au niveau d'un établissement ou d'une école, cela déclenche la mise en œuvre du protocole phare. Donc, on s'entretient avec les élèves cibles, l'élève cible, ou les présumés auteurs. Et puis, au fil de ces entretiens, on a aussi des témoins, des noms de témoins qui peuvent être cités. Et donc, on s'entretient avec eux également. Ce qui est important de dire, c'est que les familles sont associées à ce protocole, associés et informés du déroulé. Alors, ils n'assistent pas aux entretiens de leurs enfants pour garantir aussi la liberté de la parole. Nous traitons des situations post-bac, puisque nous avons traité des situations de BTS, par exemple, l'année dernière, ou à l'IUT. Il faut savoir que tout ce protocole est le même dans toutes les écoles, à la différence près que chaque établissement du second degré possède sa propre équipe ressources qui est formée par nous, les référentes académiques harcèlement, mais que les circonscriptions, eux, ont une équipe ressources de circonscription et des protocoles écrits pour chaque école, en revanche. Le harcèlement est vraiment extrêmement varié dans sa forme, varié dans son âge. Je dirais qu'il y a quand même un âge qui est plus sensible, nous on le note, c'est vraiment l'âge du collège. Où là, on a quand même le maximum de nos situations, parce que c'est lié aussi à l'adolescence, au fait qu'on le regard des autres, l'appartenance à un groupe aussi, les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, nous on l'a vu, est quand même en augmentation dans les situations qu'on traite, et on le traite du coup avec d'autres partenaires de l'académie et de la région.
Il y a ce qu'on appelle des micro-signaux et les familles sont également de plus en plus informées sur ces micro-signaux, les équipes également, et il y a un plan de formation actuellement des personnels de premier degré et second degré qui doit se terminer en décembre 2026, c'est une obligation, pour que chaque adulte de l'établissement soit aussi formé au repérage de situations potentielles. Alors, on a par exemple un élève qui devient mutique, qui se renferme ou qui s'absente. Vous voyez, qui commence à peut-être... Alors, ce sont des micro-signaux qui peuvent concerner d'autres types de mal-être. Et dans le cadre du foyer familial? Alors, dans le cadre du foyer familial, ça relève après de la discussion que l'établissement peut engager avec la famille. Mais quels signes qui peuvent révéler un harcèlement à un parent? Venir à l'école. Voilà, ou dont les parents sentent qu'il n'a plus de relation avec ses amis, qui se renferme, ou qui est aussi parfois sur son téléphone, qui ne mange plus, ou moins. En tout cas, qui change d'attitude. Voilà, où il y a un très net changement d'attitude. Et si le dialogue engagé dans la famille ne permet pas, parce que vous savez, ce qui nous freine dans le traitement de ces situations, c'est que très souvent, les enfants ne parlent pas. Voilà. Ils ne veulent, et par besoin aussi de ne pas culpabiliser ni les uns ni les autres. Ils ne savent pas. Donc, on forme aussi les élèves. Il y a des élèves ambassadeurs dans les établissements qui sont aussi formés pour pouvoir accompagner la parole de leurs camarades. On a eu quelques situations où, effectivement, il y a eu des appels à l'aide sous cette forme-là de tentatives de suicide et des situations qui ont été gérées par l'établissement, mais de manière plus large. De toute façon, dans les textes, le harceleur doit être sanctionné. Voilà. Maintenant, la sanction ou la mesure éducative qui est prise, elle est toujours adaptée à la situation aussi du harceleur. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit bien comprendre parce que ce qu'on essaye de travailler à travers le traitement de ces situations de harcèlement, c'est vraiment faire grandir tout le monde et faire en sorte que ces comportements-là ne se reproduisent pas. Il peut y avoir des changements d'établissement, des exclusions temporaires, définitives, ce qu'on appelle aussi des exclusions-inclusions, c'est-à-dire qu'on marque l'exclusion, on marque la sanction, mais l'élève reste à l'intérieur de l'établissement et quelque part vit sa sanction en grandissant et en apprenant, réfléchissant à ce qu'il a fait avec l'équipe éducative. En tout cas, tout est fait pour libérer la parole. Oui. C'est la priorité des priorités. C'est la priorité numéro 1, à la fois au sein des familles et à la fois au sein des établissements. Et on voit que c'est un problème qui est pris à bras-le-corps quand même dans les rectorats. Et vraiment, c'est une mission, nous, dans laquelle on se sent très utile, qui est extrêmement importante, mais on doit vraiment axer tout le collectif et tous les adultes autour de ce mal-être des enfants.